Bonjour, je suis Céline Athias. Je suis executive coach certifiée et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast Hollywork. Avec Hollywork, je vous invite à rendre vos journées de travail aussi épanouissantes que vos journées de vacances. Dans cette deuxième saison, à travers les témoignages de mes invités et aussi les épisodes solo, nous allons explorer comment évolue le monde du travail et découvrir de nouvelles clés pour vous aider à progresser. Alors, si vous avez envie d'ajouter une dose de joie dans votre quotidien professionnel, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien à l'heure où vous écoutez ce podcast. Pour ma part, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode où nous allons aborder une thématique en lien avec la mutation du monde du travail. Si je vous dis crise du Covid, télétravail, grande démission, démission silencieuse, grande flemme, fidélisation des talents, motivation des talents, gestion du turnover. À votre avis, quelle est la fonction de l'entreprise qui est le plus impactée par tous ces nouveaux phénomènes ? Eh bien, c'est la fonction RH, bien sûr. La fonction RH en 2024 et au-delà, c'est justement la thématique de l'épisode du jour. Et pour aborder ce sujet riche et en pleine transition, je suis heureuse de recevoir Sophie Sureau. Sophie, bienvenue à vous et je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Si nous enregistrons cet épisode aujourd'hui, c'est pour deux raisons. Tout d'abord, vous dirigez l'ISG RH et cela vous permet d'avoir une très bonne vision de la fonction RH et des tendances émergentes. Et la deuxième raison, c'est que vous venez de publier un ouvrage sur le sujet qui est intitulé RH en alerte, défis et stratégies à l'horizon 2030. Alors merci beaucoup Sophie et est-ce que vous voulez dans un premier temps vous présenter en quelques mots, nous raconter un peu ce que vous faites et qu'est-ce que c'est l'ISG RH ? Absolument. Bonjour à tous, bonjour Céline, merci beaucoup. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour enregistrer ce podcast. Alors, je suis effectivement directrice nationale des études de l'ISG-RH. L'ISG-RH, c'est le programme spécialisé en ressources humaines de l'école ISG, donc l'Institut supérieur de gestion, qui est une école du groupe Ionis. Et donc, nous sommes présents sur 3 villes en France, sur Paris, Lille et Lyon, et nous déployons un programme de formation 100% en alternance pour les managers RH de demain matin, c'est-à-dire les jeunes adultes qui sortiront avec cette expertise d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà. Super. Alors, vous avez dit, si rien ne bouge, la fonction RH est en danger. Et je voudrais qu'on commence notre entretien en creusant ce point. Alors, j'ai plusieurs questions à vous poser par rapport à ça. Et la première, c'est le fait que quand on a préparé cette émission, on a parlé du Covid, on a longuement parlé du Covid, qui est selon vous un événement pivot. Alors, pouvez-vous nous en dire plus en quoi c'est un événement pivot pour la fonction RH ? Alors, il se trouve que toutes les crises qui se succèdent et qui impactent le monde du travail challengent fortement la fonction ressources humaines. À chaque fois qu'il y a eu une crise, on peut parler bien sûr de la crise du Covid, mais aussi de la crise de 2008, par exemple, qui a été aussi un tournant dans la crédibilité, la légitimité de la fonction ressources humaines. Il se trouve que la fonction RH répond toujours présente. La fonction RH, c'est une fonction qui a un peu de mal à être reconnue en dehors de ces temps de crise et qui se révèle à la faveur de ces temps de crise. Si on se pose un petit peu plus longuement sur la crise sanitaire de 2020-2022, on va dire, lorsque les confinements le premier confinement a été déclaré, les entreprises ont dû s'organiser de manière excessivement rapide pour mettre en place le télétravail, mais il y avait aussi le sujet du légal autour de ce télétravail. Et puis les entreprises, pour certaines d'entre elles, elles étaient prêtes, mais d'autres ne l'étaient pas du tout. La fonction RH a été plus qu'à la hauteur. Elle a permis également de maintenir le corps social, finalement, des entreprises. Elle a encouragé le lien. Elle a effectivement géré toutes les questions juridico-administratives. Et elle en est sortie absolument grandie, légitimée, crédibilisée.
Le problème, c'est toujours pour la fonction RH de confirmer et de garder le bénéfice de ces actions, de cette action qui a été largement reconnue. On a par exemple aujourd'hui une présence accrue de la fonction RH au COMEX. Donc ça, c'en est un très bon indice. Mais maintenant, il faut confirmer. Et aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs qui challengent la fonction RH, qui sont ou non des conséquences de la crise sanitaire d'ailleurs, l'engagement au travail, vous l'avez dit, de nouveaux rapports au travail pour chacun d'entre nous, en tout cas pour une grande majorité d'entre nous, mais aussi le télétravail qui, avant la crise Covid, était une option, on en était un petit peu au balbutiement en France. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est plus du tout, il n'est plus envisageable de revenir en arrière là-dessus. Oui, c'est ça. Alors, on va en parler un petit peu plus tard du télétravail. Déjà, aujourd'hui, en fait, je voudrais qu'on fasse un peu une espèce de photographie de aujourd'hui, les RH, c'est quoi, c'est comment, et pour arriver progressivement à votre vision des RH de demain. Alors aujourd'hui, quelle est la situation de la fonction RH? Déjà, vous nous racontez que la fonction RH a quand même pris du poids dans l'entreprise puisqu'elle a plus d'importance dans les COMEX. Qu'est-ce qu'on peut dire Absolument. d'autre sur la fonction RH d'aujourd'hui? Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'elle est très fortement challengée. Mhm. Elle est très fortement challengée parce que il y a un élément qui est en train de bousculer un petit peu le fonctionnement des entreprises, c'est l'intelligence artificielle. Ouais. Et l'experte Marianne Magnac, qui a écrit, puisque c'est un ouvrage qui a été coécrit avec des experts de la fonction, Mhm. l'experte qui a écrit le chapitre sur l'intelligence artificielle a cette phrase, elle dit « Si la fonction RH ne s'empare pas de l'implémentation et du pilotage de l'intelligence artificielle dans l'entreprise, elle risque de disparaître. » Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, en fait, c'est un peu, si vous voulez, paradoxal, mais oui, la fonction RH s'est légitimée, oui, elle est crédibilisée, et en même temps, à la faveur justement de l'intelligence artificielle et d'autres outils informatiques qui allègent beaucoup la partie administrative de la fonction RH, la fonction est en train de se diluer dans l'entreprise avec un maillon très important aujourd'hui pour le manager RH, c'est le manager de proximité. Ce faisant, c'est pas le propos, mais il faut quand même le dire, ce faisant, on assiste à une mutation de la fonction managériale. Ça, c'est un sujet qui pourrait faire l'objet d'un podcast à part entière, hein, Oui. soyons clairs. Mais il y a effectivement, si vous voulez, un tournant aussi, car la crise Covid a remis de manière très centrale l'humain au cœur des préoccupations de la fonction ressources humaines. Donc la fonction RH, elle est très clairement encore plus qu'avant tournée vers l'humain. Pourquoi ? Parce que cette crise, elle a laissé des traces. Les questions de santé mentale sont montées au premier rang des préoccupations de l'entreprise et par extension de la fonction RH. Les collaborateurs sont beaucoup plus attentifs qu'avant à la question de la QVCT, de la qualité de vie et des conditions de travail. La fonction RH doit, et je peux vous dire qu'elle le fait, anticiper toute potentielle autre crise, c'est-à-dire que la crise du Covid, elle a éclaté quand même de façon, alors violente, c'est sûr, mais soudaine Oui, aussi. inattendu, oui. Totalement inattendu, ce virus a pris des proportions absolument invraisemblables. Les mesures qui ont été apportées ont été drastiques et de fait, il y avait des entreprises qui avaient une anticipation des crises et qui ont eu du coup une gestion des crises facilitée, mais il y en avait d'autres qui n'en avaient pas. Et tout s'est fait un peu dans l'urgence. Je crois qu'on a appris notre leçon, tous que nous sommes, et pour le coup, la fonction ressources humaines certainement changer de priorité et comme il faut toujours voir les choses, moi je pense, hein, c'est une posture de vie de manière vertueuse, je dirais que justement la bonne nouvelle, c'est que l'humain est vraiment au cœur des préoccupations. Le préfacier de l'ouvrage, Pierre Aronoff-Bourgeot, qui est DRH Chanel Parfum Beauté Création, a commencé cette interview quand je l'ai interviewé en disant « l'humain, l'humain, l'humain ». Donc c'est un signe. Donc si je récapitule, aujourd'hui, les risques que peut rencontrer la fonction RH, c'est le risque de l'IA, donc voilà, qui va automatiser beaucoup de choses et donc au risque d'oublier un petit peu l'humain dans tout ça. C'est les managers qui prennent une partie de la fonction RH
c'est Oui, ça? absolument, Et ensuite, tous les enjeux de santé mentale et de qualité de vie au travail. absolument. Euh, Sécurité et santé au travail, absolument. donc, l'idée, c'est que la fonction RH reprenne le lead sur Exactement, ces c'est éléments-là exactement et que ça, les autres fonctions de l'entreprise s'appuient absolument. sur l'expertise. Oui, C'est ça? absolument, parce que les collaborateurs ont besoin de plus en plus d'être managés par des managers coachs, des accompagnateurs Oui. de leur développement, mais aussi de leur activité au quotidien. Et c'est la fonction RH qui doit initier cela auprès des managers de proximité. Elle-même, elle agit de plus en plus comme un coach et un accompagnateur des Mhm. managers de proximité, de Mm. fait. Ah, c'est Et intéressant. c'est aussi une conséquence de l'hybridation du travail. Quand vous êtes manager, vous avez une équipe de 5-6 personnes et vous avez 5 ou 6 rythmes de travail différents parce que vous avez un accord du travail qui peut vous permettre, comme dans certaines entreprises, d'aller jusqu'à 4 jours de télétravail par semaine. Eh bien, vous êtes celui qui détient toute l'information collaborateur, plus que le manager RH finalement. Donc on voit bien que le manager RH assume une partie de la fonction ressources humaines des attributions RH de proximité, ce qui permet au manager RH d'avoir effectivement beaucoup plus, lui, de temps pour participer à la définition de la stratégie de l'entreprise et de la stratégie RH de l'entreprise. Et traditionnellement, on dit le manager RH est un HR business partner. Moi, je pense que de plus en plus, il est aussi un HR business developer. C'est-à-dire que le manager RH, le DRH, participe beaucoup plus qu'avant à la définition et au pilotage de la stratégie de l'entreprise au sens large. Ça aussi, c'est une évolution majeure. Alors ça, c'est hyper intéressant du coup, parce que une de mes questions qui suivait, c'était effectivement pourquoi est-ce que la fonction RH est centrale aujourd'hui dans l'entreprise? Et la réponse, c'est ça, c'est que La pour réponse, c'est vous, ça. le RH, c'est un business Développeur, partner développeur. partner développeur, absolument. La proximité du DRH avec le business, excessivement importante. J'ai interviewé pour l'ouvrage Anne-Sophie Jameau, qui est la Mhm. DRH de PepsiCo France, Ouais. et qui a beaucoup insisté là-dessus. C'est-à-dire que un DRH aujourd'hui, s'il n'est pas, bien sûr il a toujours eu la compréhension du business de son entreprise, mais aujourd'hui, on parle pas simplement de la compréhension, on parle de l'imprégnation. On parle de, par exemple, comme me le disait Sophie Delfoli, qui est, elle, DRH de Sodexo Live, qui est une entité de Sodexo. Elle disait, par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Lorsque nous répondons à un appel d'offres, Mhm. eh bien, moi, je n'intervenais pas auparavant dans la candidature finalement. Aujourd'hui, le client veut me voir et il m'écoute expliquer comment nous recrutons, comment nous assurons l'équité Hmm. des recrutements, ce que nous mettons en place en termes de diversité, d'équité et d'inclusion, comment, avec quel outil d'ATS, donc de tracking candidature nous travaillons, etc., etc. Donc c'est bien que les pratiques RH et l'éthique RH, j'ai envie de dire, des entreprises est de plus en plus challengée aussi dans l'approche business. Hmm. Hyper intéressant. Donc en fait, le RH finalement, il est au cœur du lien humain. Oui, Et donc, le lien humain à l'extérieur et à l'intérieur de l'entreprise, j'ai envie de dire. oui, absolument. Du coup, si on décompose un petit peu ça, à l'extérieur de l'entreprise, vous parliez du recrutement. À l'horizon 2030, quels sont les enjeux pour vous du recrutement et du rôle du RH dans ce recrutement? Parce que c'est vrai que tout à l'heure, on parlait du manager de proximité. Lui aussi, je sais, pour en parler avec mes clients coachés, je sais qu'ils sont très impliqués dans le recrutement de leurs collaborateurs, par exemple. Absolument. Et du coup, voilà. Comment est-ce que vous voyez la place? Alors, elle est complètement centrale pour une raison très simple, c'est que pour l'heure, je ne sais pas si ce sera le cas en 2030, certainement sur certaines compétences, pour l'heure, dans certains secteurs d'activité, il y a une véritable pénurie de talents.
Je vais vous donner un exemple, par exemple, qui est celui que, pour la citer à nouveau, Sophie Delfoli m'a indiqué, le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Non, d'ailleurs, je me trompe, c'est pas Sophie Delfoli qui m'a dit ça, c'est Audrey Antounès-Martins, qui est DRH opérationnelle de Musiam, qui est une entité du groupe Ducasse. D'accord. Elle me disait, pendant la crise sanitaire, le secteur d'activité de l'hôtellerie et de la restauration a perdu entre 150 000 et 200 000 collaborateurs. Perte sèche. Énorme. De collaborateurs qui, pour le coup, ont remis en question leur réalité professionnelle, des métiers quand même très difficiles, physiquement difficiles, avec du travail en équipe sur des horaires qui ne sont pas simples et qui ne permettent pas forcément d'avoir une vie de famille harmonieuse avec les enfants, etc. Donc, clairement, je lui dis, mais comment faites-vous pour recruter? Et c'est là que le manager ressources humaines, le DRH, entre en jeu. Il y a un travail sur la marque employeur qui est considérable pour mettre en avant l'entreprise dans laquelle on est DRH ou manager RH. Ça veut dire que on est aussi maintenant au-delà des effets d'image de la marque employeur. Aujourd'hui, un DRH, un manager RH ne peut pas se permettre de ne faire que des effets d'annonce. Il faut que la marque employeur soit incarnée. Donc tout leur travail, c'est de construire une stratégie de marque employeur qui soit ancrée dans la réalité de l'expérience candidat. J'ai même envie de dire de l'expérience prospect, de l'expérience candidat, de l'expérience collaborateur, et même qui va aller jusqu'à, par exemple, comme le font maintenant certaines entreprises, l'accompagnement du collaborateur sortant. C'est-à-dire que jadis, on avait des collaborateurs qui donnaient leur démission, c'était terminé, ils n'existaient plus. Tout le temps du préavis, ils étaient un peu ostracisés, alors plus ou moins fortement, mais enfin, on a quand même entendu des histoires assez affreuses à cet égard. Aujourd'hui, on est tellement loin dans la marque employeur qu'on se dit, d'abord, il y a un phénomène de collaborateur boomerang qui peut se produire, c'est-à-dire un collaborateur qui quitte votre entreprise pendant 3, 4, 8 ans, et puis qui revient un jour, parce qu'il a acquis de nouvelles compétences, parce que le besoin de l'entreprise et son besoin à lui concordent, etc., etc. Il faut, et puis aussi la notion de collaborateur ambassadeur. Le collaborateur qui sort de l'entreprise et en étant capable de dire « Ok, on s'est séparé avec mon employeur, mais franchement, ça a été génial jusqu'au bout. » Bah, ça, c'est une entreprise qui a tout compris. Donc, le rôle de la fonction RH dans le recrutement, dans tout ce qu'elle va diffuser à l'extérieur est phénoménalement indispensable. Très intéressant de voir effectivement sur tout le cycle de vie du collaborateur. C'est ça. Avant qu'il arrive jusqu'à ce qu'il quitte. Oui, absolument. Il y a un parcours, un chemin à définir et qui soit incarné, qui incarne plutôt les valeurs de l'entreprise. Exactement. Et donc ça, c'est le RH en fait qui est donc au centre de toutes les fonctions de l'entreprise et qui est le mieux placé pour définir en fait toutes ces étapes-là. Absolument. Vous avez parlé de la culture de l'entreprise, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé jusque-là. D'ailleurs, c'est assez significatif. Depuis la fin de la crise sanitaire, beaucoup d'entreprises ont redéfini leurs valeurs et ce faisant, ont un peu redesigné leur culture d'entreprise parce que on s'est rendu compte que le besoin d'appartenance paradoxalement restait quand même assez fort et que le manager RH, qu'est-ce qu'il fait? Il est l'ambassadeur de cette culture d'entreprise, il est l'incarnation, c'est-à-dire qu'il y a une notion d'exemplarité excessivement forte, et il est le relais, c'est-à-dire que lui-même descend la culture de l'entreprise auprès des managers de proximité qui eux-mêmes incarnent cette culture d'entreprise auprès de leurs collaborateurs. Donc il y a un rôle très important aussi de la fonction RH dans le travail avec la gouvernance de l'entreprise sur l'identification des valeurs. C'est ça.
comment elles sont incarnées dans l'entreprise et comment on veut qu'elles soient incarnées, et ensuite comment on les diffuse. Alors c'est pas, la culture de l'entreprise, c'est pas volontaire, c'est plein de petits signes aussi, Mmh, qui sont totalement non verbaux, bien mais sûr. qui sont très importants. C'est la façon, quand vous êtes manager, dont vous traitez vos collaborateurs, la façon, dont, vous restez enfermé dans votre bureau. On a une longue tradition malheureusement en RH, de DRH, RRH, manager RH retranchés. Moi je l'ai vécu, hein, quand j'ai commencé, il y a longtemps de ça dans la fonction. Aujourd'hui, il faut que le manager RH, il vive, il faut qu'il soit identifié, il faut qu'il soit, il faut qu'il emmène les gens avec lui. Donc on est vraiment sur presque une nouvelle définition de poste, hein, on va pas se mentir. Mmh. Super, transition par rapport à ce que je voudrais vous demander après. Mais avant ça, je voudrais qu'on creuse un petit peu le RH, le rôle du RH en interne. Effectivement, il y a la culture. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Les collaborateurs ont besoin aussi de se projeter sur qu'est-ce que ça peut être leur carrière dans l'entreprise. Ça Oui. aussi, c'est un rôle que le RH doit prendre. Oui, complètement. Le RH, c'est un animateur, c'est un développeur aussi. C'est-à-dire qu'il est là pour définir une stratégie et des politiques qui vont développer les collaborateurs. En fait, si on regarde bien, il a une équation managériale qui est complète. C'est-à-dire qu'il est à la fois dans la production, dans la gestion, dans l'animation, dans un peu l'entrepreneuriat interne. Il est à l'origine de projets, il les délègue bien sûr, mais il reste toujours évidemment aux manettes. C'est pour ça que je dis à un moment donné dans le livre, la fonction RH ne doit pas seulement exister, elle doit vivre, enfin ne doit pas seulement vivre, elle doit exister. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des collaborateurs RH qui ont un bureau, une plaque sur la porte, et effectivement qui travaillent un peu dans l'anonymat, ou alors on peut avoir une fonction RH qui occupe le terrain sans aucune exagération, j'ai Mhm. envie de dire. Mais on sait très bien que la longue tradition administrative et juridique de la fonction ressources humaines a plombé quelque part le côté humain, si je puis me permettre cette expression. Aujourd'hui, on voit émerger, d'ailleurs ils sont recrutés sur ces critères-là, des managers RH beaucoup plus extravertis quelque part, encore une Mmh, fois sans exagération bien sûr. bien sûr. On n'est pas non plus, on n'est pas géo, et parfois il y a une confusion à cet égard, mais clairement, le manager RH, c'est quelqu'un qui doit, on va dire, incarner ce qu'il représente. C'est-à-dire que dans ressources humaines, il y a humaine. Donc un manager RH qui est retranché dans son bureau, qui ne passe jamais dans les équipes, qui dit pas bonjour le matin. Je suis désolée, c'est une caricature, mais c'est vrai, c'est ça. Qui n'est pas identifié par les collaborateurs, c'est grave. C'est grave. Mmh. Je parlais tout à l'heure de l'exemplarité, mais ça commence par ça. Quand vous avez des collaborateurs qui disent moi, le DRH, je sais pas qui c'est. Moi, ça me rend un petit peu hystérique parce que c'est quand même hyper contre-productif. Mmh, bien sûr. Comment voulez-vous prôner des valeurs de lien, des valeurs d'animation? Par exemple, il y a une chose qui a aussi permis aux entreprises de tenir pendant la crise du Covid, c'est la création de communautés virtuelles, Mmh. distancielles. Et ça, c'est vrai que c'est la fonction RH qui tient ce réseau de communautés dans l'entreprise. Si ça, c'est pas du lien, je sais pas ce que c'est. Donc voilà aussi, c'est un profil très compliqué qu'on est en train de décrire. On dit que c'est un business développeur, donc ça veut dire qu'il doit effectivement être complètement immergé dans le business et en vraiment en mesurer les tenants et les aboutissants. Mais c'est aussi un super animateur, un entrepreneur interne. C'est une sacrée dimension. Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est l'incarnation de l'entreprise, tout comme le CEO peut l'être ou comme Complètement, voilà. complètement. Et la DRH de Geodis Corporate, Elodie Zinc de Cléty, me disait, vous savez, mon ancien DRH me disait toujours,
J'ai 2 bras, ça tombe bien. Le droit, c'est la finance, le gauche, c'est les Ouais, ressources humaines. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. On a aussi, tiens, je vais en rajouter une petite couche supplémentaire, mais on a aussi, maintenant une dimension gestionnaire, c'est finance ça. gestion. Que recruter, ça Hem, coûte. exactement, et comme on est un centre de coûts, tout le professionnalisme aussi du manager RH, c'est, de travailler ROI, C'est c'est-à-dire ça. de bien montrer, à la gouvernance de l'entreprise que le retour sur investissement, cette faculté pour la fonction ressources humaines à s'assurer qu'on a toujours, pour la performance de l'entreprise, la bonne compétence au bon endroit, au bon moment, c'est de la performance. Moi, je dis toujours à nos étudiants, arrêtons les RH de froncer le front quand on nous parle de performance en disant mon Dieu, non, ce n'est pas noble, ce n'est pas pour nous. C'est pas vrai. La performance de l'entreprise, qu'est-ce que c'est? La performance de l'entreprise, dans la vision RH que je défends, c'est l'emploi, la pérennité de l'emploi des collaborateurs. Mmh. Et la pérennité de l'emploi des collaborateurs passe par la performance de l'entreprise. Bah, si ça, c'est pas et du business et du RH, C'est je ça, ne en sais fait, pas ce c'est que la c'est. fidélisation des Exactement. collaborateurs, Et finalement. puis, et puis assurer l'emploi par la pertinence de effectivement de cette vigilance qui fait qu'on s'assure toujours qu'il y a un accord absolu entre ce que je disais à l'instant, la bonne compétence au bon endroit au bon moment. C'est ça la performance, mais c'est pas quelque chose qui n'est pas noble. Au contraire, travailler à l'employabilité des collaborateurs et s'assurer qu'ils sont à leur place dans l'entreprise, mais qu'ils seront aussi employables une fois qu'ils en seront sortis, c'est complètement vertueux. C'est passionnant parce que du coup, je trouve que ça donne une toute autre dimension finalement. Vous parliez de ce DRH qui disait j'ai deux bras, Complètement. un bras pour la finance, Ouais. un bras pour l'humain, Oui, mais il a aussi deux jambes, une jambe pour l'opérationnel et absolument. l'administratif et une jambe pour le juridique. Complètement. Et puis, la tête, ça serait la vision et la philosophie, les valeurs de l'entreprise. Absolument. Bon, voilà, On a un on a un homme super complet, une schéma là. femme complète, parce qu'il faut quand même pas oublier que moi, je vais faire ma petite minute féministe à la limite, mais oui, on a besoin de rôle modèles en RH. On en a des femmes représentatives, significatives. On avance, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, la crise Covid a fait reculer euh, Ouais. la condition de la femme Mm. dans l'entreprise. Donc, il faut pas oublier cet aspect-là, mais on en a de plus en plus dans les comex, et ça, c'est bien. Alors, une petite question un petit peu politiquement incorrecte, on va dire, un Oui. petit peu provocatrice. Voilà, on entend parler beaucoup de nouvelles fonctions RH. Alors, il y a Chief Happiness Officer, par exemple, il y a Talent Manager, enfin plein de mots comme ça. Est-ce que pour vous, c'est du RH washing, de la communication plus qu'autre chose, ou est-ce que ça témoigne d'une évolution des métiers de la fonction RH? Alors, je dirais un peu des 2. Je vais vous faire une réponse de Normand. Non, alors, moi, le Chief Happiness Officer, j'y ai jamais beaucoup cru. Parce que je pense que ça nous porte préjudice, parce que ça nous associe à ce rôle un peu de gentil organisateur dont je parlais tout à l'heure. Hmm. Alors peut-être que c'est le titre qui n'est pas très heureux, peut-être. Ça, c'est la première chose. Alors, pour ce qui est du talent manager et compagnie, en fait, ça dépend de la structure dans laquelle les acteurs RH travaillent. En réalité, vous avez la fonction de talent manager qui existe surtout dans des grandes entreprises qui sont structurées en décomposant la fonction ressources humaines en disciplines. C'est-à-dire Mhm. que vous avez effectivement le talent manager, ce qui est un peu RH washing, c'est un peu l'anglicisation des titres. Ah, c'est ça. C'est une tendance, hein, on va pas se mentir, le HRBP. Bon, alors en fait, le contenu des postes n'est pas forcément différent parce qu'on met un intitulé de poste en anglais, mais c'est un petit peu plus moderne. En tout cas, c'est ce qui se
se disent, qui se susurrent, et c'est un peu plus attractif sur le marché du travail. Mais ça recouvre une réalité, c'est-à-dire que quand vous êtes Talent Acquisition Manager dans une entreprise, ça veut dire que votre rôle, c'est la marque employeur, l'attractivité, le recrutement, etc. Quand vous êtes Talent Manager, ça veut dire que vous êtes responsable du développement des talents. Donc, soit on est dans des grandes structures qui vont avoir, alors on va le dire en français, un responsable recrutement, un responsable développement et maintien des compétences, donc ça c'est la formation, un responsable diversité inclusion, un responsable effectivement politique de rémunération et avantages sociaux. Ça c'est une réalité. Ou alors vous avez dans des entreprises en général de plus petite taille, moins d'acteurs dans la fonction RH, et vous allez avoir des RH plus généralistes qui vont couvrir différentes disciplines de la fonction RH. Donc vous pouvez avoir un HRBP en charge de, on va dire, toute la partie développement RH, ce que moi j'appelle le calier RH, c'est-à-dire le recrutement, le développement des talents, etc. Et puis vous allez avoir un HRBP qui va être plutôt quanti, qui va gérer la paye, qui va gérer effectivement le périmètre juridico-administratif, etc., etc. Voilà, c'est plutôt ça. Pour reboucler sur le Chief Happiness Officer, j'ai jamais été emballée par cet intitulé de fonction parce que je trouve qu'il est réducteur. Et que être manager RH, RRH, HRBP, HRBD, c'est beaucoup plus que ça, en fait. D'accord. Voilà, je suis pas séduite par le terme. Alors du coup, on va reboucler sur le livre. Oui. Puisque dans le livre, en fait, vous donnez des pistes d'évolution de la fonction RH. Oui, absolument. Et je voudrais qu'on en parle aussi. Oui, bien sûr. Il y en a 9 de mémoire ? Il y en a 9 de mémoire. Alors, je vais parler peut-être des plus... celles qui me viennent à l'esprit tout de suite. Je reboucle avec l'intelligence artificielle dont nous parlions tout à l'heure. Il faut pas croire que l'intelligence artificielle vient d'apparaître avec ChatGPT il y a 1 an ou 2. Dans notre métier, et notamment dans le recrutement, l'intelligence artificielle est là depuis beaucoup plus longtemps que ça. Une chose est sûre, je recite Marianne Magnac qui a écrit ce chapitre. On va pas remplacer les salariés par des intelligences artificielles. En revanche, c'est ce que nous préconisons d'ailleurs, on va remplacer les salariés par des gens qui savent utiliser l'intelligence artificielle. C'est ça. Et l'une des briques fondamentales de notre évolution, c'est de nous approprier l'intelligence artificielle pour en faire une opportunité et que ce ne soit pas une menace. Donc ça, pour nous, c'est dans toute la réflexion que nous avons menée, c'est vraiment central. Une autre brique importante, c'est qu'il faut quand même, enfin, qu'on arrive à sortir des chantiers de data qui servent à quelque chose en RH. À l'unanimité, tous les DRH, RRH que j'ai interviewés m'ont dit oui, nous avons une quantité industrielle de data collaborateurs dans nos différents logiciels, nos différents outils, nos différents SIRH. Aujourd'hui, évidemment, il faut faire attention avec le RGPD, bien sûr, ça c'est tout à fait légitime, mais par ailleurs, on n'a pas encore, peut-être qu'on ne s'est pas encore suffisamment penché dessus, mais on n'a pas encore remonté de véritables innovations en termes de chantier data RH. On ne sait pas trop quoi faire de la data collaborateur. Alors, moi, je pense que c'est une belle source d'information, un bel outil d'expérience collaborateur. Je pense qu'avec la data collaborateur, on peut effectivement travailler davantage justement sur la QVCT, principalement sur des sujets d'harmonisation vie personnelle, vie professionnelle. Parce que du coup, quand vous parlez de data collaborateur, c'est toutes les informations qui concernent la vie. C'est de l'information froide, on va dire. C'est de l'information froide, quand c'est est-ce vrai. que la personne est arrivée, son salaire, etc. Oui, mais pas poste, seulement. etc. Il y a d'autres choses que ça ? Oui, il y a par exemple, je reprends toujours cet exemple, mais qui peut poser un problème en termes de RGPD. Mais par exemple, aujourd'hui, je me dis, dans une entreprise, qu'est-ce qui empoisonne le plus la vie de mes collaborateurs trentenaires ? Les gardes d'enfants. J'ai une petite idée.
Voilà. On est d'accord. Les structures de garde d'enfants, c'est très compliqué. Pas de souplesse, pas assez de structure. Si vous avez la chance d'avoir une place en crèche, c'est top, mais vous êtes quand même Ouais. dans un cadre horaire qui est strict. Bref, je me dis, pour les entreprises qui n'ont pas encore de crèche d'entreprise ou de choses comme ça, si j'analyse ma population et je vois que j'ai X%, mais un pourcentage assez important de mes collaborateurs qui ont des petits-enfants entre 0 et 3 ans, je me dis, que pourrais-je faire Ça vaut peut-être le coup d'investir. Exactement. Soit d'acheter des berceaux dans une crèche d'entreprise si on est, je sais pas moi, dans une zone industrielle ou à la Défense ou je ne sais quoi, ou bien monter une crèche d'entreprise dans mon périmètre. Bien sûr, tout ça a un coût évidemment, mais on est aussi sur des process qui sont aidés, soutenus. Donc voilà. Ou bien autre problématique, qu'est-ce qui empoisonne la vie des collaborateurs au sens beaucoup plus large, en région parisienne notamment, c'est les déplacements, ce sont les transports. Tout à fait. Ok, je vais tracer des cercles concentriques autour de ma zone d'implantation. Je vais regarder combien de salariés habitent à X kilomètres. Est-ce que ça ne vaut pas le coup, comme le font certaines entreprises, de mettre en place une navette? Alors oui, je ne m'appelle pas Google, je ne m'appelle pas Avas fait ça voilà. Mais il y a des entreprises en France qui le font, et c'est quand même quelque chose qui ajoute du confort, je trouve, du confort de vie. On est bien dans de la QVCT. Vous voyez, je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire à cet égard. Bon, les entreprises quelque part savent ce qu'elles font. Si ça n'a pas encore été fait, c'est parce que c'est pas encore mûr de la vie de tous. On a peut-être... alors, le RGPD semble être une limite aussi à l'utilisation de ces données collaborateurs, mais il y a un gros chantier là-dessus. Autre piste qui rejoint un peu à la fois les problématiques d'engagement au travail, les nouveaux rapports au travail, le changement de paradigme de la Gen Z, des milléniaux, dans leur finalement dans leur insertion sur le marché du travail. C'est une vraie tendance à l'individualisation de la gestion des ressources humaines et du management des ressources humaines. On a des collaborateurs, et pas que des milléniaux, qui arrivent dans les entreprises avec des attentes. Et ils ont compris que quand on est sur un secteur d'activité où il y a pénurie de talent, la balle est dans leur camp. Donc, ils ont des attentes en matière de télétravail, ils ont des attentes en matière d'horaire, ils ont des attentes en matière de rémunération. De plan de carrière aussi. De plan de carrière, d'équipement. Et si effectivement on ne souscrit pas à leurs attentes, ça va devenir un vrai problème. Nous étions vendredi matin dernier en événement RH avec l'école et on termine toujours, c'est une matinée de conférence qu'on termine par une table ronde des alumni, et j'avais une jeune femme de la promotion 2022 qui me disait « Oh Madame Sureau, vous savez, j'ai refusé 3 propositions salariales pour faire monter les enchères et j'ai eu gain de cause. » Et elle a en effet un salaire qui n'est pas un salaire qu'on attendrait à ce niveau d'expérience, j'ai envie de dire, puisqu'on a un recul de 2 ans par rapport à sa diplomation, et elle a un salaire qui est plutôt du niveau 5-6 ans. Donc, clairement, il y a une vraie... Et elle me dit, j'étais prête à m'en aller. Donc, si vous voulez, ils n'ont pas peur. C'est ça. Ils n'ont pas peur de ne pas trouver. Ça, c'est pas dans l'équation, en réalité. Et ça, il faut le comprendre. Et c'est vrai que ça n'est pas que générationnel, on va pas se mentir, ce n'est pas que l'œuvre des milléniaux. Les post-milléniaux ont aussi compris que, encore une fois, sur certains secteurs d'activité, la balle était dans leur camp. Voilà. Donc je vous en cite 3 comme ça, mais on pourrait en parler des heures. Il y en a 6 autres. Donc, je vous recommande d'acheter le bouquin RH en alerte pour en savoir plus sur les 6 autres pistes. Et peut-être qu'on va en explorer certaines, parce que la prochaine question, c'est une série de mots que je vais vous proposer, et je vous propose de me répondre en me donnant 1 à 3 mots auxquels vous associez ces mots-là. D'accord. Alors, le premier... je sais qu'on en a longuement parlé pendant qu'on a préparé cette émission. Les seniors. Oui, les seniors. Alors,
expertise, expertise, transmission et utile. expertise, transmission et utile pour les seniors. Ouais. Gen Z, à l'opposé. Alors, les mêmes. Expertise, transmission et utile. Parce que je pense que l'intergénérationnel, qui est pour moi, et d'ailleurs c'est une des pistes, une des 9 pistes, l'intergénérationnel, c'est ce sur quoi l'entreprise va de plus en plus s'appuyer, puisque on est en train de dire aux collaborateurs qu'ils vont travailler de plus en plus longtemps. Ils ont leur expertise, leur savoir-faire qu'ils doivent transmettre, et la Gen Z arrive sur le marché du travail, avec une expertise également qui n'est pas la même, notamment par rapport à tout ce qui est numérique et digital. Et il ne faut pas croire que les seniors ne sont pas en demande de cette expertise-là, qui n'est pas naturelle pour certains d'entre nous, parce que j'en fais partie. Donc je pense que cette association, elle peut être totalement vertueuse. Donc l'opportunité, mesdames et messieurs les RH, c'est d'instaurer un pont. Voilà, faire des ponts. Exactement. Entre les seniors et les Gen Z. Ce serait génial. Ce serait top. Il faut pas penser opposition. Ouais. Il faut justement penser à harmonisation. Et en fait, c'est un portefeuille de compétences complet à eux tous. Simplement, il faut comprendre. Il faut pas avoir peur du reverse mentoring quand on est senior. Parfois c'est l'ego qui parle et c'est naturel, mais c'est un peu dommage. Il faut l'accepter, mais voilà. Et puis il faut arrêter de considérer que les vieux sont bons à rien parce qu'ils sont vieux et que les jeunes sont feignants parce qu'ils sont jeunes. C'est ridicule, ça n'a pas de fondement. Alors, autre mot, travail hybride. Régulation, harmonisation et QVCT. Génial. Intelligence artificielle. Opportunité, augmentation et outils. Management. Alors, régulation aussi, coaching, harmonisation. Coaching, harmonisation. Oui. Résilience. Crise sanitaire, épreuve de vie et booster de compétences. Hyper intéressant. Talent. Est-ce que je peux dire une phrase ? Moi, je pense que tout le monde est un talent. Il faut simplement aider les collaborateurs à conscientiser le ou les talents qu'ils ont. Et pour ça, ils peuvent venir me voir. Je suis hyper forte pour ça. Absolument. J'en doute pas. Absolument. C'est clair ? Non, mais c'est vrai. Et dernier, 2030, pour reboucler sur le titre de votre ouvrage. 2030. Manager ressources humaines augmentées. Ça fait plus de 3 mots. Hein. Déjà. Ça en fait 4. Hein. Complètement. Je reste là-dessus. Manager ressources humaines augmentées. Manager ressources humaines augmentées. Ouais. Génial, merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous, Céline. On va passer à la dernière partie de l'épisode qui donc est les Holy Questions, les petites questions que je pose à tous mes invités. Alors, votre routine du matin pour passer une bonne journée, qu'est-ce qu'il vous faut absolument ? Du café. Alors, en fait, ma routine du matin, c'est arriver sur mon campus, passer, saluer mon équipe, poser mon sac, prendre mon café. Et après, la terre peut s'ouvrir en deux, je suis prête. Mais sans ça, je ne suis rien. Qu'est-ce qui vous anime au quotidien dans votre job ? Tellement de choses, si vous saviez. Il ne faut pas me lancer là-dessus, parce que moi, je suis passionnée par ce que je fais. Ouais. Sans doute la passion de la transmission, la passion du métier RH, parce que je trouve que c'est un métier tellement humain, tellement profond. Et puis, la chance que nous avons de travailler avec des jeunes. Ils sont géniaux. Franchement, ils sont formidables. Génial. Une personne, un mentor qui vous inspire ou qui vous a inspiré dans votre carrière, c'est qui ?
Alors, je citerai le premier DRH avec lequel j'ai travaillé, Arnaud Havard. C'était il y a très longtemps, quand j'ai commencé ma carrière dans l'agroalimentaire pour les biscuits Belin. C'était quelqu'un qui était à la fois un très très bon DRH et qui avait de la fantaisie. Moi, j'adore ça. Donc voilà. Et sinon, j'ai une femme qui m'inspire beaucoup, c'est Michelle Obama. D'accord. Vous vous avez travaillé chez Belin. J'ai travaillé chez Belin, oui. J'ai travaillé chez Mondelez, donc voilà. On salue nos amis de Mondelez, et qui plu, etc. Voilà. Et Michelle Obama, bien sûr. Bien sûr. Une femme très inspirante, une femme forte. Incroyable. Ouais. D'ailleurs, derrière tout homme, tout grand homme, il y a une femme. Il y a une femme. Voilà. Eh bien, c'est elle. C'est elle. C'est ça. Quelle est votre devise dans la vie ? La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Magnifique. Un livre que vous nous conseillez de lire, à part celui qu'on vous conseille aujourd'hui à tous de lire, mais voilà. En matière de littérature, vous voulez dire pas de littérature professionnelle ? Comme, je sais pas, un livre... Alors moi, je citerai le seul livre que, si j'avais le choix de n'en emmener qu'un, que j'emmènerais avec moi sur une île déserte, c'est le livre de René Barjavel, dont le titre m'échappe, et c'est l'histoire d'Eléa et Païkan. On va y arriver. Donc c'est pas La Nuit des Temps ? Si, c'est La Nuit des Temps. Merci beaucoup. Oui, j'hésitais entre celui-là et Ravage, mais c'est La Nuit des Temps. Oui, absolument. Bah, écoutez, ma fille doit le lire pour la fin du mois de mai. La Nuit des Temps. Voilà. Mon Dieu, préparez-vous, elle va tomber. C'est extraordinaire. Il y a tout ce qu'on a évoqué. Il y a l'humain, il y a la résilience, il y a l'amour, la passion. Génial. Bah, je vais le lire alors, parce que je crois que j'avais séché la lecture de ce livre à l'époque au collège. Alors, autre question, une personne que je pourrais inviter pour un prochain épisode. Ah bah Marianne Magnac, incontestablement. Oui, Marianne Magnac, c'est une femme passionnée par tout ce qui relève du numérique et surtout de la place des femmes dans le numérique. Donc je vous la recommande. Merci. Je vais la contacter alors. Alors, avant-dernière question, c'est la carte. Alors, vous avez des cartes devant vous. Oui. Et je vous propose d'en tirer une et de lire le petit message. Il est bon de se sentir bien. Ah, ça, c'est vrai. Après, je pense que parfois on a le choix de se sentir bien, parfois on n'a pas le choix quand on est vraiment accablé. Mais faut jamais oublier comment on se sent quand on se sent bien. Je pense que c'est ce qui permet de remonter parfois la pente. Voilà. Ouais, et il est bon, en fait, je me dis qu'on peut le lire dans un autre sens, c'est-à-dire, en fait, c'est important pour la vie de se sentir bien, même quand c'est difficile. Oui. Ça, on parle de résilience aussi. Oui, après, je suis en train de penser au deuil, parce que c'est vrai que c'est à ça que ça me renvoie, mais c'est vrai que quand on vit des deuils très proches et qu'on oublie jusqu'à ce que ça fait ressentir de se sentir bien. Mais quand on commence à se sentir bien, qu'est-ce que c'est bien ? Voilà. Alors, le mot de la fin, ça serait quoi ? Ah, le mot de la fin, ce serait vivons heureux. Voilà. Vivons heureux. Et en disant cela, je reboucle avec l'univers professionnel. Je ne pense pas qu'il faille à un moment donné, quand on n'est pas heureux dans un poste. Je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a plus de honte et de difficulté à se dire ça ne va plus, donc j'ai essayé plusieurs choses pour que ça aille mieux. On a essayé, mon entreprise et moi. Peut-être que l'histoire, elle est finie. Voilà. Je pense qu'il faut jamais s'oublier soi-même dans les situations parfois difficiles qu'on peut vivre et que moi j'ai beaucoup appris ça de mes enfants qui sont beaucoup plus courageux que moi dans ces situations-là et qui moi qui m'enseignent des choses tous les jours. Donc oui, vivons heureux, c'est tellement important. Important. C'est aussi une question de deuil, de faire le deuil d'un poste. Et exactement. De se dire, un poste ou un collaborateur, quand on est manager et qu'on a un collaborateur qui ne va pas bien. Moi, je me suis vue parfois dire à des collaborateurs, la mort dans l'âme, je préfère te voir heureux ailleurs que malheureux ici. Et franchement, ça me fait pas plaisir, mais si tu dois t'en aller pour aller mieux, alors effectivement, si on a effectivement tout essayé et si aujourd'hui ta vie est ailleurs, elle est ailleurs et il faut respecter ça.
Très intéressant, merci beaucoup. Merci Sophie pour ce moment de partage, c'était vraiment très intéressant, très agréable. Merci Céline, merci à vous, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Chers auditeurs, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a inspiré. J'espère que vous avez appris des choses et puis j'espère qu'il vous a donné envie de prendre un café avec votre DRH demain ou tout à l'heure. Ce serait sympa. Ouais, et pour ma part, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et entre-temps, vous pouvez me retrouver sur les réseaux Instagram et LinkedIn et sur mon nouveau site holywork.fr. Je vous embrasse et à très bientôt. Merci Sophie, au revoir. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Holywork, c'est aussi un cabinet de coaching pour les entreprises et les particuliers qui propose des programmes de coaching, des formations en management et aussi des bilans de compétences. Je vous donne rendez-vous sur le site holywork.fr pour découvrir nos accompagnements en détail. Et ne manquez aucune info Holywork en vous inscrivant à la newsletter et en ajoutant ce podcast à vos favoris. Et n'oubliez pas, make each workday a holiday. À très bientôt!